Bienvenue dans The Big Shift, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter sur Apple Podcast, ce serait incroyable que vous preniez une seconde pour noter et commenter l'émission. Petit point actu, on est début novembre 2022 et maintenant vous êtes près de 9000 à écouter TBS, c'est tout simplement génial. Partagez à vos amis pour faire découvrir vos sujets préférés, le bouche à oreille c'est hyper important. Voilà, c'était le petit point. Maintenant, cette semaine, j'avais envie de parler d'argent. Je n'ai jamais trop su quoi faire avec mon épargne pour la faire fructifier, ou au moins en ce moment ne pas trop subir l'inflation, sans me sentir coupable d'investir au mauvais endroit. Alors, c'est simple, j'ai posé la question à Joseph de Goodvest dans cet épisode. Je vous en dis pas plus et bonne écoute. Ok, bonjour à tous et salut Joseph. Ça va ? Hello, ça va très bien et toi ? Super. J'enregistre avec Joseph Chouefati, tu es le fondateur de Goodvest et on va parler d'argent, de money. L'idée c'est de se dire que l'argent, on en a tous un peu, beaucoup, on en a souvent tous un peu. L'épargne, ça a un impact carbone, on le sait, on a enregistré avec Léo Garnier de Rift il y a quelques mois à ce sujet. L'idée maintenant c'est de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire de cet argent. On va pas le mettre sous un matelas, on va pas non plus l'abandonner 100%, c'est pas encore faisable. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait pour faire mieux avec cet argent ? Et c'est pour ça que tu es là. On va essayer de répondre à cette question, comprendre un peu les dérives de l'industrie financière si jamais c'est un sujet qui te motive, et puis comprendre ce qui est possible de faire avec des épargnes au quotidien pour tout un chacun. Avant de commencer cet épisode, je voudrais que tu me dises comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de la transition écologique, vis-à-vis de la situation en tant qu'entrepreneur, en tant que fondateur de Goodvest. Écoute, j'ai envie de rester optimiste parce que je pense que l'humanité finit toujours par trouver une solution, même si aujourd'hui, quand on regarde le contexte et la situation, il y a de quoi être inquiet, même d'être très inquiet, je pense. Enfin, quand on a vu l'été qu'on a passé, mais même l'automne, l'automne qu'on est en train de passer, où il y a 2 jours, il faisait encore... on est en fin octobre, il y a 2 jours... Il faisait encore 30 degrés dans le sud de la France. Ouais, on enregistre, on est le 2 novembre. Exactement. Le chauffage est toujours pas mis dans l'immeuble. Voilà. Et ça pose pas de problème. Donc c'est assez inquiétant. Les feux de forêt se démultiplient. Et puis on va vraiment pas dans la bonne direction. Les entreprises et les États continuent à prendre tout leur temps pour la transition écologique. Et certains citoyens aussi. Et il y a besoin d'aller plus vite. Donc... Je reste optimiste, mais c'est vrai que je suis assez inquiet et je pense comme beaucoup de personnes de ma génération, je trouve que c'est important d'exercer une activité qui en tout cas ne favorise pas en tout cas le réchauffement climatique. Ok, t'as quel âge ? J'ai 25 ans. Ok, j'ai entendu ton premier passage sur un autre podcast qui est celui de Mathieu Stéphanie La Martingale. Effectivement, t'avais 24 ans, c'était l'année dernière. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il ne favorise pas un mauvais impact plutôt que qui va dans le bon sens ? J'ai l'impression que quand tu as créé Goodvest, ton principe c'était quand même de te dire j'essaie de créer quelque chose qui a de l'impact plutôt que quelque chose qui n'a pas de mauvais impact. Alors pour moi, oui. Évidemment, après je parle de l'ensemble de notre génération. C'est pas possible que l'ensemble de notre génération travaille sur des entreprises qui favorisent la transition écologique. Ce serait top, mais il y a certains secteurs qui n'ont pas d'impact négatif ni d'impact positif. Donc, en tout cas, je pense que c'est important de ne pas travailler dans des entreprises qui contribuent à détruire la planète. Je pense que c'est le minimum. Après, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, c'est l'idéal. C'est des questions qu'on s'est beaucoup posées dans les derniers épisodes avec Pour un arrivée écologique. Est-ce qu'il faut aller dans une entreprise et tenter de la transformer de l'intérieur, ou est-ce qu'il faut la quitter ? C'est une question qui reste quand même encore en suspens un peu pour moi. Et puis j'ai enregistré, l'épisode n'est pas encore sorti, mais j'ai enregistré avec Florian Bourguignon qui a créé une startup qui s'appelle We Act for Earth, où l'objectif c'est justement d'aider toutes les TPE, PME, étudiants à effectuer une transition. Et donc je suis encore un peu en ambivalence sur ce sujet, mais oui, globalement, effectivement, je suis plutôt d'accord avec le fait d'essayer de construire quelque chose à côté. Ouais, c'est assez compliqué parce que tu as les entreprises où effectivement tu peux avoir un impact et essayer de la changer de l'intérieur, et tu en as d'autres qui ont des plans de financement des énergies fossiles pour des décennies et des décennies, et ça me paraît assez peu réaliste à son échelle de réussir à changer la société de l'intérieur. Par contre, on envoie un signal fort en la quittant. C'est ta première boîte Goodvest ou t'as bossé avant ? C'est ma première vraie société. Après, en parallèle de mes études, avant, j'organisais des événements étudiants. Donc, j'ai déjà eu des activités entrepreneuriales,
mais pas à cette échelle-là. Ok. Et du coup, sur la transition écologique ou pas du tout? Alors pas du tout, j'avais pas encore cet engagement, ce niveau d'engagement. C'était il y a 4-5 ans et c'était vraiment une activité en parallèle de mes études parce que voilà, l'événementiel et l'entrepreneuriat m'intéressaient. Mais il n'y avait pas enfin c'était pas non plus des événements, c'était pas des courses de cartes, hein, mais c'était des événements étudiants classiques, quoi. Ok. Quand est-ce que du coup tu as eu ta propre transition personnelle? Parce que finalement tu as lancé Goodvest il y a 1 an et demi, mais j'imagine que c'est un peu plus de temps de réflexion que ça. Si tu as commencé il y a 4 ans et que c'était pas du tout lié à ta transition, ça veut dire que ça se situe quelque part autour des confinements peut-être ou... Exactement. En fait, Ouais. je pense que ça a commencé quand j'ai rejoint le master XHEC entrepreneur et il y avait plusieurs personnes, vraiment une bonne partie de la promo qui était très sensible et forcément qui m'a sensibilisé du coup à ces enjeux. Et après, il y a le Covid qui a rajouté une couche, vu que forcément, ça fait une forte coupure qui te rapproche de la nature et qui te sort un peu de ton rythme effréné quotidien. Où est-ce que tu t'es retrouvé toi? Moi, je me suis retrouvé à la campagne près de Paris, dans les Yvelines, principalement. Ok. Donc voilà, j'ai rapproché de la nature dans les deux sens, dans tous les sens du terme, quoi. Ok. Et alors du coup, naissance de Goodvest, la finance c'était déjà le secteur que tu avais choisi pour essayer de faire bouger les choses ou c'est un peu opportuniste, ce qui est pas grave en soi, hein, mais... Pas vraiment. Dans le master, l'objectif du master, c'est vraiment de sortir avec une société, de créer sa société avant la fin du master ou dans les années qui suivent. Et j'ai bossé sur différents types de projets, toujours en lien avec la transition écologique, mais pas forcément dans la finance. Le premier, vu que j'ai fait avant l'école ETR de Lausanne, c'était un projet de bouteilles de gel douche et shampoing en vrac, donc de bouteilles en verre en fait, pour les hôtels. Parce qu'aujourd'hui, les petits échantillons de gel douche et shampoing, ça représente 26 milliards de déchets plastiques par an. Donc le premier projet, c'était celui-ci. Le Covid a un petit peu stoppé ce projet parce que forcément, l'hôtellerie avait tout d'un coup d'autres enjeux, vu que les hôtels étaient vides. Ensuite, il y a eu un autre projet qui était sur la mode durable. Et puis après, Goodvest, en fait. Parce que les deux premiers projets n'étaient pas très réalistes, pas très faisables. Et après, j'ai eu l'idée de Goodvest pendant le Covid. À chaque fois, c'était potentiellement des projets entrepreneuriaux que tu allais faire perdurer. Complètement, hein. J'avais des cofondateurs et des cofondatrices sur les deux autres projets. On avait pitché devant des investisseurs. On avait même sorti des landing pages de sites internet pour tester, voir s'il y avait de la demande, s'il y avait un besoin. Et puis voilà, ça n'a pas atteint nos objectifs. Et du coup, on a continué chacun de notre côté sur d'autres projets. Et moi, j'ai continué sur Goodvest, du coup. Ok. Alors du coup là, pourquoi la finance? C'était quoi ton constat de départ là-dessus? Alors forcément, pendant le Covid, comme beaucoup de personnes, je dépensais plus beaucoup d'argent, donc je me suis mis à épargner comme la majorité des Français. Je me suis rendu compte, en fait, en voulant réorienter mon épargne, que c'était très compliqué de trouver des supports qui me correspondaient. Il y avait certes des solutions de crowdfunding, par exemple, mais voilà, le crowdfunding a ses avantages, mais aussi ses défauts. Donc, on va pas y placer 100% de son capital parce qu'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas beaucoup de diversification. Donc, c'est des placements très risqués. Et je trouvais pas, en fait, de fonds. Voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de greenwashing, qu'il y avait des fonds labellisés ISR qui investissaient en première ligne sur des sociétés dans les énergies fossiles, qu'il y avait très peu de transparence et que de toute façon, c'était très complexe. Il n'y a pas de solution de plateforme d'investissement écologique, transparente et simple sur le marché. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, il faut en créer une du coup. Ok, bah écoute, hyper intéressant. On va plonger un peu dans tous ces détails-là, notamment la partie ISR que tu viens de mentionner. Je pense que tout le monde ne sait pas forcément ce que ça représente. Avant ça, donc Goodvest, c'est une assurance vie. Pourquoi spécifiquement tu disais du coup une plateforme d'investissement? Du coup, pourquoi est-ce que vous avez créé une assurance vie? Fondamentalement, en fait, vos clients peuvent pas choisir les projets qu'ils vont financer. Ils choisissent, j'imagine, un type de fonds peut-être, et après vous vous en occupez pour eux. Pourquoi avoir choisi ce produit plutôt qu'un autre? Alors, on a commencé par l'assurance vie. C'est pour ça que je dis plateforme, c'est qu'on commence par ce produit-là, mais à terme, on veut diversifier, proposer d'autres produits. On a commencé par l'assurance vie parce que c'est la principale enveloppe d'investissement en France. Donc, c'est celle sur laquelle on peut avoir le plus d'impact. L'ensemble de l'épargne des Français, c'est
quasiment 6 000 milliards d'euros. Et sur ces 6 000 milliards, il y a 2 000 milliards sur des assurances-vie. Pour comparer, aujourd'hui, il y a seulement 400 milliards, quasiment 500 milliards sur les livrets A. Donc, c'est 4 fois moins que sur l'assurance-vie. C'est aussi un des supports sur lesquels il y avait le moins d'offres qui étaient vraiment engagées. Contrairement au crowdfunding, par exemple, où à l'époque, où on lançait Goodvest, il y avait déjà 4-5 plateformes qui font un super travail comme Lita, Mimosa, We Do Good, enfin, il y en a quelques-unes. Et il n'y avait pas vraiment de solution sur l'assurance vie qui pourtant est la principale enveloppe d'investissement. C'est une enveloppe qui est assez intéressante parce que elle est liquide, donc il y a la possibilité de sortir quand on le souhaite. Elle est avantageuse fiscalement, il y a la possibilité d'en avoir autant qu'on veut. Donc c'était assez évident de se lancer par ce produit. Ok, alors maintenant on arrive dans la partie compliquée, restez avec nous. C'est quoi fondamentalement le problème de la finance aujourd'hui? Parce qu'on pourrait très bien se dire, ok, bon, on passe le Lita, Mimosa, etc. C'est de l'investissement en direct dans des projets, puisque c'est des plateformes qui permettent de faire le lien entre l'acheteur, donc l'investisseur et le projet, mais donc on investit dans un seul projet. Donc en gros, on met toutes ces billes dans le même panier. L'avantage de l'assurance vie, c'est qu'on va investir dans un fonds et donc on va diversifier en fonction des différentes entreprises dans lesquelles on investit, ce qui va potentiellement éviter des pertes importantes. Et j'ai déjà oublié où je voulais en venir. Quel est le grand souci aujourd'hui avec la finance qui fait que tu as besoin de lancer Goodvest? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, l'épargne est extrêmement carbonée. Il y a des études qui sont sorties sur le sujet de l'Oxfam, de Reclaim Finance. On estime que l'empreinte carbone moyenne de l'épargne d'un Français, c'est 11 tonnes de CO2 par an. Donc, c'est plus que toute notre consommation réunie, parce que l'empreinte carbone moyenne de l'épargne d'un Français, l'empreinte carbone d'un Français, de la consommation d'un Français, en moyenne, c'est 9 à 10 tonnes de CO2 par an. Et donc, l'épargne émet déjà plus que notre consommation personnelle. Donc, on double ou un peu plus notre consommation à cause de notre épargne. Et ça représente, c'est pour quel niveau d'épargne? C'est pour 25 000 euros. 25 000 euros d'épargne financière qui est le patrimoine financier moyen d'un Français à peu près. Donc, ça veut dire que 4 000 euros, ça fait 2 tonnes, c'est ça à peu près? Voilà, à peu près, ouais. Un petit peu moins de 2 tonnes. Donc l'épargne est très carbonée. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans les décisions de placement qui sont faites par les conseillers, les enjeux environnementaux sont peu ou pas, quasiment, enfin pas du tout pris en compte. Et du coup, notre épargne finance en fait des entreprises qui sont impliquées dans les énergies fossiles, dans d'autres secteurs peu éthiques, et en tout cas qui ne favorisent pas la transition écologique. On estime qu'un portefeuille classique, il nous amène vers une trajectoire de réchauffement climatique à plus 4 degrés. Donc plus 4 degrés, c'est pas un monde vivable, en fait. C'est pas juste il fera 24 au lieu de faire 20 en octobre. C'est des changements beaucoup plus importants, parce que bien sûr c'est une moyenne. C'est une démultiplication des feux de forêt, des inondations. C'est un monde dans lequel on ne peut pas vivre, et où il y a vraiment une partie de l'humanité qui est menacée. Donc aujourd'hui, c'est ce vers quoi la majorité de la finance traditionnelle nous emmène. Donc ça, c'est le premier problème. Il y a un dernier rapport qui est sorti il y a 15 jours qui dit qu'on s'achemine en fait plus vers un monde à 3,8 degrés en 2100 aujourd'hui, alors qu'on pensait que c'était plutôt 3 degrés. Voilà, donc on va effectivement on va dans une mauvaise direction, et la finance en est responsable parce qu'en fait, on est grandement responsable parce qu'en fait, elle finance notre économie, donc elle finance notre futur via en fait notre argent. On le sait pas, mais même l'argent sur des livrets en fait contribue à financer des entreprises et pas forcément celles qu'on souhaite financer. Et le deuxième problème qui est assez lié avec le premier, c'est qu'en fait on ne le sait pas. On ne le sait pas parce qu'il y a un vrai manque de transparence, il y a une opacité. Les épargnants ont été littéralement infantilisés par les conseillers pendant des années. Voilà, on ne sait pas ce qu'on finance parce qu'on nous dit, voilà, faut ouvrir une assurance vie, vous allez placer votre argent là-dessus. Voilà, le stylo, la case elle est ici, il faut signer. Et il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de pédagogie. Et donc, s'il y avait cette transparence, je pense qu'on ne serait pas dans cette situation-là, parce que les épargnants diraient, bah, écoutez, moi je suis désolé, je ne veux pas financer ce type d'entreprise-là, je préfère financer ce type de projet-là. Et donc les deux problèmes sont intimement liés, il y a un vrai manque de transparence dans la finance aujourd'hui. Ok, super intéressant. Je vois un grand nombre d'entreprises qui ont des labels ESG, des labels ISR. Fondamentalement, en fait, si on suit toutes ces notions-là, on a l'impression qu'on est quand même dans un monde qui avance vers la bonne fin de la ficelle.
pourquoi est-ce que fondamentalement, si on a 80% de nos entreprises qui sont ISR, ESG, on arrive quand même à plus 3,8 degrés à la fin du siècle? Alors, parce qu'il n'y a pas 80% d'entreprises qui sont engagées, en fait. Deux petits chiffres pour comprendre la situation. Il y a beaucoup de fonds labellisés, effectivement. Il y a à peu près 5% des fonds disponibles sur le marché qui sont labellisés. Donc labellisés ISR, pour investissement socialement responsable. Il y a d'autres labels qui existent, label Greenfin, label Finansol. Ça, on pourra y revenir après. Donc il y a 5% des fonds distribués à peu près qui sont labellisés. Et il y a 0,2% des fonds qui sont alignés sur l'accord de Paris. Donc déjà, parmi les fonds labellisés, il y en a extrêmement peu qui vont exclure les énergies fossiles et être alignés sur une trajectoire de réchauffement climatique à 2 degrés. Donc aujourd'hui, dans les labels, on retrouve vraiment tout et n'importe quoi. Ok, mais du coup, si un label ne suffit pas pour les accords de Paris, qu'est-ce qui est intégré dans ces labels-là si les standards sont pas du tout ceux qu'il nous faudrait? Alors en fait, ça dépend des labels. Le label ISR, c'est un label qui a été créé il y a maintenant quasiment 10 ans. Et ça reste hyper récent en fait dans la finance. Ouais, ça reste déjà récent. Puis en 10 ans, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il n'y avait pas l'accord de Paris déjà à l'époque. Oui, c'est clair. Et du coup, il n'y avait pas forcément cet enjeu de réchauffement climatique. Le label ISR, c'est pour investissement socialement responsable. Et d'ailleurs, donc, ça ne vise pas uniquement la partie environnementale. Ça vise aussi la partie sociale, la partie gouvernance. Et donc, en fait, on peut labelliser un fonds ISR aujourd'hui parce que voilà, la gouvernance de l'entreprise, des entreprises du fonds est plutôt bonne. Ou alors ils sont engagés sur le plan solidaire. Mais de l'autre côté, ils n'ont pas forcément d'engagement sur le plan environnemental. Quand on dit gouvernance, en gros, c'est que les salariés ou les dirigeants de l'entreprise ont un pouvoir par rapport aux actionnaires sur la direction que prend l'entreprise. C'est ça? Voilà, c'est tout ce qui concerne la gouvernance de l'entreprise, dont la direction, le board, les écarts de rémunération, etc. En fait, ça fait partie des trois lettres de ESG, qui est un autre sigle qui est utilisé pour environnement, social et gouvernance. Et donc, en fait, aujourd'hui, un fonds labellisé ISR n'a pas forcément d'engagement sur le plan environnemental. Il peut en avoir uniquement sur le plan social ou alors uniquement sur le plan gouvernance. Et donc, on peut avoir des fonds labellisés ISR qui vont vers une trajectoire à plus 4, plus 5 degrés. C'est assez facile d'être labellisé ISR. Il suffit, en fait, de mesurer l'impact de son fonds. C'est à peu près, là, je simplifie, mais c'est à peu près ça. Il y a des labels qui vont plus loin, comme le label Greenfin, qui lui est uniquement sur la partie environnementale. C'est un label qui a été créé par le ministère de la Transition écologique, contrairement au label ISR qui a été créé par les finances. Et ce label va exclure quasiment, on va pas rentrer dans ce niveau de complexité, mais il va avoir une certaine exclusion des énergies fossiles et du nucléaire également. Et il y a d'autres labels comme le label Finansol qui pour le coup lui n'est pas un label d'État, il a été créé par une association concernant la finance solidaire du coup. Et il y a encore d'autres labels, France Relance, il y a des labels étrangers. Et donc chaque label a un peu ses critères, sont plus ou moins exigeants et voilà, ont tous des qualités et des défauts. Alors ce que je voyais moi dans le label ISR, c'est qu'il y a 3 grandes typologies. En gros, il y a les fonds du coup qui sont socialement responsables ou développement durable, et donc là, ça veut dire qu'ils investissent une part de leur argent dans des entreprises qui ont une vocation socialement responsable. Mais ça veut déjà pas dire 100% de ces entreprises qui font partie de ça. La deuxième chose, c'est les fonds d'exclusion, et donc là, c'est juste, on se dit, on n'investit pas dans le charbon peut-être, mais ça veut pas forcément dire qu'on va pas investir dans le tabac, qu'on va pas investir dans j'en sais rien, moi, les mines de gaz, tous ces trucs-là. Et le troisième truc, c'est les fonds avec des entreprises à engagement actionnarial. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la gouvernance, c'est-à-dire que en fait, le pouvoir de décision appartient en partie aux actionnaires, salariés, que dans les assemblées générales, il y a des sujets environnementaux qui doivent être mis à l'ordre du jour, venant de parties comme les salariés ou venant de l'entreprise, mais que ça doit faire partie des ordres du jour d'une assemblée générale. Mais c'est tellement large, en fait, que j'ai l'impression que n'importe qui pourrait l'être à ce stade. C'est un peu ça le problème, et donc c'est pour ça qu'on a décidé chez Goodvest de ne pas s'arrêter au label et d'aller plus loin. On a créé notre propre méthodologie, qui est un entonnoir, en fait, qui part de l'ensemble des fonds dits durables. Puis ensuite, on applique différents filtres. Le premier filtre, ça va être l'exclusion sectorielle.
Donc justement, pour éviter ça, on va exclure entièrement les énergies fossiles. Charbon, pétrole, gaz, extraction, production. Comme ça, il n'y a plus de fossiles du tout. Et d'autres secteurs peu éthiques comme le tabac, l'armement, le divertissement pour adultes, les entreprises qui violent le pacte des Nations Unies, etc. On va avoir un deuxième filtre sur l'empreinte carbone qu'on fait en partenariat avec Carbone 4 Finance, avec lesquels on analyse l'empreinte carbone des sociétés sur les 3 scopes d'émissions de CO2, donc sur les émissions directes et indirectes. Et vous faites ça vous-même? Alors on le fait en partenariat avec Carbone 4 Finance. Donc ça veut dire que Carbone 4, qui est un cabinet de conseil qui va aider les entreprises à calculer leur bilan carbone. Donc quand on dit scope 1, c'est les émissions directes. Scope 2, ce sont les émissions indirectes, donc par exemple le chauffage d'une usine. Et scope 3, ça va être les émissions indirectes, mais liées par exemple à l'usage. Si on prend l'industrie automobile, par exemple, ce serait donc la production de la voiture, le chauffage de l'usine de voiture, et ensuite l'usage lié aux clients de l'entreprise. Donc ça, vous avez ces 3 scopes pour toutes les entreprises sur lesquelles vous investissez, dans chaque fonds. Voilà, en fait, c'est pas Carbone 4, c'est Carbone 4 Finance. En fait, c'est une filiale de Carbone 4 qui est spécialisée là-dessus. Donc qui a analysé un peu plus de 15 000 titres, à la fois des actions et des obligations. Et du coup, nous, grâce à leurs données, on arrive à analyser l'empreinte carbone des fonds et à ne proposer que des fonds qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Donc ça, c'est notre deuxième filtre. Et après, on ne s'arrête pas là, on a d'autres filtres. Par exemple, justement, l'engagement actionnarial. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir un fonds qui va être compatible avec l'accord de Paris et qui va exclure les énergies fossiles. Mais si la société de gestion derrière, elle fait n'importe quoi en votant contre des plans climat qui sont très intéressants, ou alors pour des plans climat qui sont pas suffisamment ambitieux, on va mettre un stop et on va dire, en fait, non, on va pas investir dans ce fonds-là, parce qu'en fait, certes, il n'investit pas dans les énergies fossiles, mais il ne favorise pas la transition écologique en exerçant un pouvoir très puissant qu'ont les actionnaires, qui est en fait de prendre des décisions stratégiques pour les sociétés. Sur 15 000, il vous en reste combien finalement du coup? Une fois que le Carbone 4 Finance a analysé ces 15 000 sociétés qui font du coup partie toutes de fonds ESG a priori? Alors justement, on part pas de l'ensemble des 15 000. Eux, ils ont 15 000 titres. Nous, on part de fonds. Donc on a analysé un peu plus d'1 millier de fonds. Sur le millier de fonds analysés, il y en a une 50aine qui répondent à nos critères. Et on en a intégré dans nos allocations une 20aine. Parce qu'il y a des fonds qui sont quasiment des doublons, ou alors qui ne respectent pas d'autres contraintes de risque ou bien de frais qu'on a, parce qu'on a aussi une politique de tarifaire très transparente et assez intéressante pour les clients. Et donc on a d'autres filtres, mais on arrive à une 20aine de fonds sur 1 millier de fonds analysés. Ok, mais dans ce cas, tu me parlais du coup tout à l'heure de la transparence, qui était un des problèmes majeurs de l'industrie de la finance et de l'assurance. Comment est-ce que vous faites pour vous savoir que les investissements que vous faites pour vos propres clients, les fonds dans lesquels vous investissez, eux, respectent bien les critères que vous leur avez donnés? Alors en fait, quand on veut analyser un fonds, on rentre en contact avec la société de gestion, on signe un NDA, Non-disclosure agreement, de confidentialité, voilà, exactement, avec les sociétés de gestion, pour qu'elles nous envoient leur inventaire, donc la liste des fonds avec les pondérations dans lesquelles ils ont investi. Ça, c'est des choses qui ne sont pas disponibles, parce que forcément, c'est des données qui sont confidentielles. Mais nous, on leur explique notre démarche. On leur dit, voilà, nous, on n'investira pas dans votre fonds si on ne peut pas contrôler ce qu'il y a dedans. Et donc, on leur demande leur inventaire, on leur demande d'autres choses, comme par exemple leur dernier rapport de politique de vote, pour justement mesurer leur engagement aux assemblées générales des actionnaires. Et ensuite, on va en fait éplucher la composition pour vérifier les exclusions. Ensuite, on va le passer dans notre outil en partenariat qu'on a avec Carbone 4 Finance d'analyse de l'empreinte carbone. Et voilà, et on va faire le cheminement de l'entonnoir que j'ai décrit tout à l'heure pour vérifier si le fonds respecte oui ou non nos critères. S'il respecte le critère, on va le faire référencer dans notre contrat. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va le mettre dans nos allocations, parce qu'aujourd'hui, on fait de la gestion pilotée. C'est-à-dire qu'on fait des portefeuilles sur mesure pour nos clients, pour qu'ils vraiment n'aient pas de préoccupation sur la gestion. Et on va avoir un comité d'investissement externe qui aujourd'hui rassemble différents CIO, donc des directeurs d'investissement de différentes sociétés de gestion qui sont totalement indépendantes et n'ont aucun lien avec Goodvest, pour qu'ils justement puissent nous faire des recommandations également sur la partie financière. Donc sur les arbitrages, c'est ça? Exactement. Par exemple, grosse inflation, qu'est-ce qu'on fait? On va raccourcir un peu la duration de nos obligations pour justement limiter l'impact de l'inflation sur nos placements. Ok. Et du coup, ça veut dire, dans chaque fonds que vous avez,
toutes les entreprises dans lesquelles ce fonds-là investit, vous avez des données sur ces entreprises-là. Exactement. Mais ces fonds-là, donc ça veut dire ils ont créé des produits spécifiquement pour vous, du coup, pour qu'ils comprennent à chaque fois les entreprises sur lesquelles vous avez les datas? Non, pas du tout. Aujourd'hui, 15 000 titres, c'est énorme, en fait. Ouais. Donc, c'est-à-dire que Carbon 4 Finance a la data sur une très, très grosse partie du marché. Ok, c'est peut-être ça la donnée qui me manque, effectivement. Voilà. Ouais. Et donc, parfois, sur certains fonds, mais alors c'est vraiment des fonds de PME dans ce cas, là, parfois, il peut manquer de la donnée. Mais aujourd'hui, sur nos fonds, on a une couverture de 100% quasiment sur tous les fonds. D'accord, parce qu'en fait, 15 000, c'est que du côté. C'est que du côté, effectivement. Et de toute façon, sur l'assurance vie, on est quasiment que sur du côté. Mais on va avoir une petite partie de non-côté sur des fonds 90-10. C'est des fonds labellisés Finansol, où en fait, il y a 90% du fonds qui va être coté pour garantir la liquidité, et 10% qui va être non-coté. Et en fait, c'est dans ce cas, ça va être des PME françaises, type Café Joyeux, Tom et Josette. Et donc, vraiment des PME françaises qui favorisent soit la transition écologique, soit la création d'emplois en France, l'insertion des handicapés, voilà. Ok. Comment est-ce que vous êtes impacté par l'inflation dont tu parlais tout à l'heure? Écoute, on n'est pas énormément impacté par l'inflation. On l'est un petit peu parce que forcément les épargnants ont peut-être un peu moins à mettre de côté, étant donné que le coût de la vie augmente. Mais en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'ils ne mettent pas moins de côté, ils dépensent moins. Donc ils épargnent toujours autant, voire plus. Donc ça ne nous impacte pas énormément. Ça a impacté forcément légèrement les performances en 2022 sur la partie obligataire, mais ça les impacte sur le court terme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vu que les taux augmentent, la valorisation des obligations qu'on avait il y a quelques années a baissé un petit peu, mais les taux montent, du coup leur rémunération va significativement augmenter. Donc c'est vraiment on est affecté sur le court terme. Après, il ne faudrait pas que l'inflation passe à 20%. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'est pas énormément affecté par la situation. Okay. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur la partie ISR. Fondamentalement, on est d'accord pour dire qu'il y a une grosse partie de ce label qui est la label un peu principal qui est du greenwashing. Est-ce qu'il y a des volontés d'évolution? Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que vous avez la possibilité de faire entrer plus d'entreprises au fur et à mesure? Est-ce que tu vois donc une amélioration de ce côté-là, ou est-ce que vous êtes toujours avec une petite partie du panel d'entreprises disponibles? Alors, le label ISR est en train d'être réorganisé. Ok. Parce que voilà, aujourd'hui, la majorité des professionnels s'en est rendu compte qu'il y avait quelques problèmes sur ce label, qui est un peu vieillissant. Donc, il y a une volonté de le réorganiser. On ne sait pas encore à quoi ça va ressembler. Il y a quelques mois, on disait que finalement, l'exclusion des énergies fossiles n'était toujours pas sur la table. Il y a quelques semaines, il y a eu un revirement. Finalement, si, mais peut-être pas le gaz. Donc, on ne sait pas. En tout cas, ça va évoluer. Ça peut pas être pire qu'aujourd'hui. Donc, ça va évoluer, mais on ne sait pas vraiment dans quel sens ça évoluera. Par contre. Moi, je suis resté sur le fait qu'effectivement, le gaz venait de rentrer. Venait de rentrer effectivement faisait partie des investissements environnementalement responsables. Voilà. Après, le label peut prendre des décisions différentes. C'est-à-dire que, par exemple, le label Greenfin aujourd'hui exclut le nucléaire, ce qui est un peu une aberration, parce que c'est une énergie de transition. Mais aujourd'hui, on a la même politique sur le gaz que sur le nucléaire, effectivement, au niveau de la réglementation européenne. Donc, on ne sait pas tellement ce qui va se passer. Est-ce que les exclusions de Greenfin vont devenir plus souples? Est-ce que les exclusions du label ISR vont exister? C'est encore en suspens. Ok. Et ça prend du temps, parce que c'est le temps politique, donc européen en plus. Donc, vous avez un petit pouvoir là-dessus, Goodvest, ou vous êtes minuscule dans l'espace de ce marché? On pouvait penser qu'on était minuscule, mais en fait, on a été beaucoup consulté par des députés, même par des ministères. Okay. Donc, on n'est pas si... Vous avez une place dans l'espace de débat. Relativement par rapport à notre développement sur le marché, où on gère 0,0001% de l'épargne des Français, on est quand même écouté et consulté, alors qu'aujourd'hui, on est quand même un acteur qui est encore assez jeune et qui a encore une très petite part de marché, quoi. Et ça, tu le relis à quoi?
Parce qu'on a quand même fait un petit peu de bruit depuis le lancement, qu'on a une initiative qui est nouvelle et donc qui intéresse, qui est aussi engagée. On a gagné beaucoup de prix, on a quand même pas mal de visibilité aussi sur le plan startup, fintech, digital. On a obtenu des financements auprès de la BPI et voilà, plusieurs reconnaissances. Et du coup, on est quand même relativement visible par rapport à notre taille. Ok. Par rapport à votre taille, du coup, vous avez une petite taille, vous êtes une start-up, vous êtes 22. Est-ce qu'il y a un risque, en fait, si je décide de mettre mon argent chez Goodvest, de juste le perdre? Alors, la bonne nouvelle, c'est que non, il n'y a pas plus de risque en plaçant son argent chez Goodvest que dans la plus grande banque française, parce qu'on propose de l'assurance vie et qu'on est en partenariat avec un assureur qui est Generali, 3e assureur européen, et que les dépôts sont garantis, comme dans toutes les assurances vie, jusqu'à 70 000 euros. Et ça, c'est en cas de faillite de l'assureur. Hein. C'est pas en cas de faillite de Goodvest. Hein. En cas de faillite de Goodvest, il n'y a absolument aucune différence pour les épargnants, si ce n'est qu'ils n'auront plus en interlocuteur Goodvest, mais l'assureur qui est Generali. Donc, il n'y a absolument aucun risque. On a des épargnants qui placent chez nous entre 300 euros et 500 000 euros. Et ils ne se posent pas la question de la jeunesse de l'entreprise parce que non seulement, effectivement, on a cette solidité juridique avec l'assureur Generali, et sur la partie gestion, on est accompagné par des directeurs d'investissement de sociétés de gestion qui, ensemble, gèrent 100 milliards d'euros. Donc, trois sociétés de gestion qui nous accompagnent. Et donc, qui sont du coup les bonnes élèves ou... Qui sont les bonnes élèves, ouais. Effectivement, on a la Banque Postale Asset Management. Ok. Qui... Intéressant d'avoir les noms, je trouve. Voilà, donc 3 sociétés de gestion. Donc, c'est des CIO ou des anciens CIO de ces 3 sociétés de gestion. La Banque Postale Asset Management, qui gère 70 milliards d'euros. On a également Mirova, 20 milliards d'euros, et Tobam, 10 milliards d'euros. Donc ensemble, les 3 gèrent 100 milliards d'euros. Donc c'est des grosses sociétés de gestion qui ont toutes des politiques plus ou moins avancées sur le plan environnemental. La Banque Postale, c'est aujourd'hui la seule banque française qui ne finance plus les énergies fossiles. Mirova, c'est une des sociétés de gestion pionnières sur la partie environnementale. Donc on s'est vraiment entouré d'experts qui nous accompagnent pas uniquement pour sur la partie ISR, parce que là-dessus on est déjà accompagné par Carbon 4 Finance, qu'on a une méthodologie interne, mais qui ont aussi un regard de stratégie d'investissement, parce que on a été créé pour faire de l'engagement environnemental, mais l'objectif c'est aussi bien sûr de préserver le capital de nos épargnants et même de le protéger contre l'inflation. Ok. Le fait d'investir dans la transition écologique, est-ce que ça impacte les performances positivement comme négativement? Je veux dire, c'est un sujet qui est hyper trendy. Je me dis, il y a des possibilités aussi que ce soit quand même que ce soit un meilleur rendement qu'un fonds traditionnel. Je sais pas. Alors, notre conviction, c'est que sur le long terme, on crée vraiment de la surperformance parce qu'on investit dans les entreprises qui vont construire le monde de demain et qui existeront toujours demain. Moi, aujourd'hui, je préfère placer mes billes sur une entreprise qui est dans les énergies renouvelables que dans une entreprise qui fait de la centrale à charbon, qui a vocation à disparaître. Bon, là, actuellement, avec l'Allemagne, c'est peut-être pas le bon exemple, c'est clair. mais on a plus confiance dans les entreprises qui sont prêtes pour le monde de demain, qui attirent plus facilement les talents, les consommateurs, qui s'exposent moins à des risques de controverses, qui gagnent plus facilement des appels d'offres, parce qu'aujourd'hui, ça devient un vrai critère, l'engagement environnemental. Et donc, on crée de la surperformance. Ça s'est vérifié sur les 5 dernières années. On a pu back-tester, donc tester dans le passé, parce que nos fonds existaient déjà depuis plusieurs années, nos allocations, et on a une performance qui est légèrement supérieure au benchmark, donc à la concurrence. Et même sur l'année 2022, alors que ce qui performe en 2022, c'est beaucoup le fossile, on est à peu près au niveau de la concurrence, on n'est pas en dessous, alors qu'on aurait pu penser qu'on serait en dessous, vu qu'on exclut le fossile et que c'est aujourd'hui un des seuls secteurs qui résiste. Ok. Si je reformule là ce que tu disais, c'est que vous avez des datas qui datent d'il y a 1 an et demi parce que vous vous êtes pas mis sur le marché avant. En revanche, les entreprises et les fonds dans lesquels vous avez investi sont là depuis plus longtemps. Et en faisant du coup les calculs en fonction de vous, ce que vous avez comme... je sais pas comment le dire, mais ce que vous avez récupéré comme part dans chacun des fonds, vous pouvez calculer ce qu'aurait été votre performance sur les dernières années. C'est exactement ça. Ok, écoute, super intéressant. Il y a quand même un désavantage ou pas? Parce que fondamentalement, là, on parle de meilleur rendement, d'entreprises qui vont dans le bon sens, d'une analyse énorme sur tous les fonds sur lesquels vous investissez. Là, je suis prêt à signer.
Mais il faut que tu me dises s'il y a un truc qui va pas derrière. Le désavantage qu'il y a, mais qui ne concerne pas nous, c'est qu'effectivement, il faut creuser. Il ne faut pas croire sur parole votre banquier ou votre conseiller quand il vous dit d'investir de manière responsable. Il faut aller vérifier qu'il ne s'arrête pas au label, qu'il exclut bien les entreprises qu'il le faut, ou alors que s'il ne les exclut pas, il y a une vraie politique de vote, parce qu'on peut avoir une stratégie de fonds activiste et se dire ok, moi j'investis, je mets toutes mes billes dans Total Energies, par contre, aux assemblées générales, on vote pour un plan climat qui est beaucoup plus ambitieux, pour la sortie des énergies fossiles à un horizon de temps qui est beaucoup plus court que celui annoncé. C'est une stratégie, bon, c'est pas la stratégie d'un épargnant, c'est pas la stratégie d'un épargnant lambda, et il faut s'accrocher, mais il y a des fonds activistes dont c'est le job. Donc il faut pas forcément se dire exclusion à tout prix s'il y a une stratégie d'exclusion. Mais en tout cas, il faut creuser un minimum, il faut regarder la méthodologie, les engagements, s'il y a effectivement de la transparence. Mais sinon, non, il n'y a pas de loup. Il y a pas de loup. Ok, bah écoute, top. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on clôture? Écoute... Avant ça, j'avais un dernier... je t'ai demandé ou pas ce qu'il faut qu'on choisisse entre un livret développement durable et solidaire, une assurance vie Goodvest... ouais, globalement entre ces deux-là, parce que j'ai l'impression que tu me parlais de 400 milliards d'encours sur les livrets A, livrets LDDS, c'est un peu la même chose. Donc j'ai l'impression que c'est le concurrent principal peut-être. Alors non, pas vraiment, parce que c'est des produits qui sont assez différents. Juste pour le LDDS, malheureusement, dans beaucoup de banques, c'est un mythe. Parce qu'il n'y a pas de politique en fait. Il n'y a pas d'obligation pour une banque d'investir différemment sur le livret A que sur le LDDS. Donc voilà, c'est vraiment ça n'a que le nom de durable. Malheureusement, alors c'est en train de changer, la Caisse des dépôts est en train d'essayer de changer ça, mais bon, pour l'instant, n'investissez pas dans un LDDS si vous voulez avoir un impact sur la transition écologique. Il y a d'autres livrets qui existent. Il y a la Nef, par exemple, qui propose un livret beaucoup moins rémunéré. Mais là, vous avez un impact concret en ouvrant un livret à la Nef. C'est une banque où il n'y a pas de compte courant, c'est ça? Voilà, il n'y a pas de compte juste courant. Un compte épargne. Exactement, mais c'est intéressant et c'est aussi possible pour les entreprises, donc pour la trésorerie d'entreprise, c'est assez intéressant. Moi, je dirais que si vous voulez avoir un impact concret avec votre épargne, c'est effectivement, il y a l'assurance vie, c'est un produit qui existe. Donc chez Goodvest ou alors ailleurs, si vous trouvez une solution qui vous correspond mieux. Il y a également le crowdfunding, qui est quand même pertinent pour une partie de son épargne. Si on a un projet qu'on a envie de soutenir, projet local, c'est possible. Il y a beaucoup de financements participatifs également sur les énergies renouvelables, qui ont des rendements qui sont quasiment garantis, donc c'est assez intéressant. On parle beaucoup d'agrivoltaïsme, d'agri-énergie, etc. Voilà, il y a beaucoup de solutions qui existent, c'est intéressant. Moi, ce que je vous conseille, de toute façon, c'est de diversifier. Donc, il faut placer une partie également dans l'immobilier. Dans l'immobilier, on peut aussi faire du durable. Il y a des SCPI ou des SCI qui sont très engagés, qui font de la rénovation des bâtiments, et on sait que c'est aujourd'hui une des principales sources d'émissions de CO2, les bâtiments qui sont mal isolés. Mais ça m'intéresse énormément. J'ai mon associé du coup qui a un podcast sur l'immobilier et qui parle beaucoup justement de rénovation énergétique, et donc ces investissements-là sont très nécessaires. Du coup, si tu as des noms d'SCPI par exemple qui sont engagés. Il y en a pas mal. Hein. On a Novaxia qui est engagée. Alors, il y en a une qui est très engagée, mais j'ai un petit trou noir, je crois que c'est Kianeos. Enfin, voilà, faut faire vos recherches, mais il y en a une qui est très engagée, justement, sur la rénovation des bâtiments. Jérémy, si tu veux inviter Novaxia dans Ça fait un bail, n'hésite pas. Voilà, il y a Novaxia, il y a Iroko également. Donc il y a plusieurs SCPI qui sont engagés pour l'environnement, et là pour le coup elles ont le label, mais le label ISR est plus intéressant et un peu plus engageant sur les SCPI et sur les SCI. Même en faisant vous-même, si vous avez envie d'avoir un vrai projet entrepreneurial et que vous voulez faire de l'immobilier locatif vous-même, c'est aussi possible de se dire je vais acheter un appart qui est une vraie passoire thermique, et je vais complètement le rénover en mettant du double vitrage, changeant les matériaux, en passant au chauffage électrique. Donc c'est aussi possible de le faire vous-même. Donc moi, mon conseil, c'est de diversifier. Une assurance vie, par exemple chez Goodvest, de l'immobilier avec Iroko, Novaxia, un livret d'épargne si vous voulez une partie qui soit vraiment garantie à la Nef, vos comptes courants sur des néobanques vertes ou sur des banques vertes. Il y a même Lydia aujourd'hui, Lydia Vert qui existe. Il y a le crédit coopératif si vous voulez une banque vraiment qui a pignon sur rue. Les néobanques vertes, il y a Helios par exemple. Only One également. Donc, il y a des solutions aujourd'hui. qui est passé sur le podcast aussi. Il y a des solutions aujourd'hui, effectivement, qui existent.
sur l'épargne et sur les néobanques. Donc, n'hésitez pas à y aller et à aller soutenir ces initiatives. Super. Merci beaucoup, Joseph. C'était super intéressant. Merci beaucoup à toi. Salut. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.